Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bon début de semaine, Stéphane. Salut Mario. Et tu vas partager avec nous tes lectures du week-end, entre autres un livre qui s'appelle « Le chaos qui vient ». Oui, un livre qui, je pense, est absolument fondamental pour comprendre l'époque, le monde dans lequel on vit. C'est un Américain d'origine est-européenne qui est né dans ce qui était l'Union soviétique. Peter Turchin est le nom qu'il s'est donné aux États-Unis, qui vient des sciences dures, des sciences exactes, des mathématiques, et qui a transféré une partie de sa connaissance vers les sciences plus molles, les sciences dites humaines. Il a créé quelque chose qu'il appelle la cliodynamie, qui met à profit la capacité d'ordinateurs que nous avons aujourd'hui, donc rentre des dizaines, des centaines de milliers de données pour essayer de dégager des modèles qui sont quasi mathématiques. Alors tout ça peut sembler ennuyeux, mais pas du tout, parce que dans les faits, il a une théorie, une explication du monde dans lequel on vit qui est fascinante. C'est 700 sociétés complexes qu'il a étudiées sur les 10 000 dernières années, et il dégage des constantes. Il arrive à voir que toutes les grandes sociétés complexes ont des cycles de paix, d'harmonie qui sont ponctués de chaos et de guerre. Et ce que nous vivons en ce moment est parfaitement expliqué si on se réfère à son modèle avec 4 variables qui, je pense, vont te parler. 4 variables qui se répètent et qui annoncent des époques, pardonne la répétition du mot, formidable. Oui. Et nous sommes dans une époque formidable. Et ça fait la démonstration que Donald Trump n'a rien créé, n'a rien inventé, mais n'est qu'un petit symptôme qui a été sécrété justement par le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, il parle de l'appauvrissement des classes populaires. Systématiquement, c'est un des premiers signes avant-coureurs de ce qu'il y aura du chaos dans des sociétés dites complexes. Il parle même de la pompe à argent, de la capacité donc à siphonner l'argent aux classes populaires. Et il donne une statistique qui, pour moi, a eu beaucoup de retentissement. On a parlé de ça pendant la campagne électorale quand on parlait d'enjeux économiques, alors qu'on est toujours convaincu qu'on vit dans une économie riche, abondante et qu'il y a un effet de ruissellement qui touche tout le monde. Il dit essentiellement, c'est la traduction française, les bac plus 4, c'est-à-dire les gens qui ont l'équivalent d'un diplôme universitaire de premier cycle, d'un bac aux États-Unis, c'est une portion de la population, mais tous ceux qui n'ont pas ça, c'est 64% des travailleurs. 64% des travailleurs qui n'ont pas de bac aux États-Unis ils ont surtout vu leur revenu depuis 45 ans diminuer. Je répète, pour 65% ou 64% des travailleurs aux États-Unis, leur revenu a diminué en chiffres absolus. Deuxième facteur important, la surproduction d'élite, de gens qui se retrouvent au sommet de la pyramide, mais une pyramide qui devient obèse en haut, ce qui est évidemment insupportable. Et il donne des statistiques. Il dit en 1983, des super riches, puis ça on les définit là aussi en chiffres absolus, à des gens qui ont un patrimoine de 10 millions de dollars et plus. Alors en 1983 aux États-Unis, il y en avait 66 000. Aujourd'hui, ils sont 700 000 super riches à se diviser, évidemment, entre eux, une part de plus en plus importante du gâteau. Et ces élites ont tendance à se faire la guerre entre elles quand, justement, il n'y a pas assez de place. Il rappelait que dans les années 50, quand les États-Unis allaient plutôt bien, il y avait 15% des jeunes de 18 à 24 ans qui allaient à l'université parce qu'il y avait toutes sortes de métiers, toutes sortes d'autres possibilités, évidemment, pour gagner sa vie et bien la gagner. Aujourd'hui, c'est presque le tiers des Américains qui ont entre 18 et 24 ans, qui vont à l'université, ne compléteront pas nécessairement leur diplôme. Mais ce que ça signifie, c'est que tu as de plus en plus de gens diplômés qui s'inscrivent dans une espèce de précariat parce qu'il n'y a pas de job pour tout ce monde-là. Et ils sont en pistolet, ils s'entre-déchirent et on peut expliquer, selon lui, en partie le mouvement woke par justement cette guerre intestine que se livrent entre eux des gens très diplômés, très compétents et qui veulent tous aspirer aux échelons supérieurs, veulent participer de l'élite. Et le dernier exemple, dans le passé, disons,
le passé semi-lointain des États-Unis. Il dit, c'est ce qui précède la guerre de sécession. On était exactement, la présidence de Lincoln, il la compare à la présidence de Donald Trump, où il y avait justement des élites du Nord, industrielles aux États-Unis, et du Sud, esclavagistes, qui se faisaient une guerre à finir, et elle s'est finie effectivement avec la victoire du Nord et des intérêts radicalement divergents des industriels, commerçants, par rapport au Sud, qui étaient des producteurs de ressources, des producteurs de matières premières, de coton essentiellement, qui étaient très favorables au libre-échange, alors que dans le Nord, on voulait protéger le commerce, on voulait protéger les États-Unis, imposer des tarifs. Et cette guerre des élites a donné la guerre de sécession, peut-être davantage que la contestation du modèle esclavagiste. Puis il compare beaucoup les deux époques. Et les deux autres critères essentiels, la dette, croissance de la dette, et ça compte aussi une défiance à l'endroit des institutions. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de vivre. C'est magnifiquement traduit par Peggy Sastre ici en France. J'espère que ça sera bientôt disponible au Québec. C'est pas du tout scientifique, je le précise, pour ceux qui pourraient se dire, ma foi, ça a l'air compliqué, pas pantoute. Et il donne, je termine là-dessus parce que je sais que ça t'intéresse, il donne la démonstration par A plus B que l'immigration massive est au cœur du problème aussi, et que l'immigration massive a desservi les travailleurs dans à peu près tous les cas de figure, y compris aux États-Unis après la guerre de sécession, où on a fait venir une main-d'œuvre pas chère d'Europe à l'époque, donc plus semblable à ce qu'étaient les colons d'origine, mais on a ouvert les vannes et qui était derrière ça? Le monde de l'entreprise qui voulait du cheap labor, et on peut aujourd'hui transcrire ça dans l'intégration massive de travailleurs qui sont d'une certaine façon, sinon d'une façon certaine, du cheap labor, et ça ajoute au facteur de chaos. Donc, trop d'élites qui se font la guerre entre eux, l'immigration, puis le facteur qui est le plus déstabilisant socialement, c'est quand tu as trop de monde qui se battent pour les places d'en haut. Bon. Et donc, à la fin de cette lecture, on est optimiste. Là, tu dis on est dans une époque où ça brasse, mais est-ce qu'on est optimiste pour la prochaine génération? Parce que c'est un peu la question qu'on se pose. Alors, est-ce qu'on s'en va dans un monde plus chaotique pour nos enfants? Les années 2020, selon lui, risquent d'être encore très chaotiques. Il y a un espoir qu'il y ait des gens qui comprennent leur meilleur intérêt, c'est-à-dire qu'avant d'aller vers quelque chose de très, très, très violent, un peu ce qu'on a vécu aux États-Unis, ce qu'on appelle la grande compression, entre le début du siècle et les années 70, où les élites, justement, ont compris que leur meilleur intérêt était de partager le gâteau, et qu'on a d'ailleurs vu aux États-Unis une croissance de la richesse des gangs petits, et la création de moins en moins grande de super fortunes, où on a équitablement ou plus équitablement partagé le gâteau sans qu'il y ait pour autant besoin de violence. Parce qu'en général, quand t'en as beaucoup, tu veux pas lâcher le morceau, et c'est souvent dans la violence que les choses se mettent à se bousculer. Et ce qu'il dit, c'est que tout est possible jusqu'à la fin des années 2020, mais qu'il y aura peut-être une période d'accalmie de 10 ou 15 ans, 2030, début 40, mais que la génération qui aura réussi à mettre le couvercle sur la marmite dans quelques années va être dépassée par des jeunes qui n'auront pas de mémoire de ce qui s'est passé, et ça pourrait être l'ouverture d'une période vraiment à ce moment-là en Amérique du Nord de grandes ruptures et de chaos plus violent. Alors, l'idée, c'est pas de déprimer personne en commençant la semaine, sinon qu'à l'occasion, ce genre de perspective qui n'est pas inscrite dans la logique de l'actualité du jour, des nouvelles, ça permet de comprendre. Et perso, c'est une des choses, je te montre la couverture, une des choses qui a été le plus stimulant en termes de lecture que j'ai eu à mettre sous la dent depuis quelques semaines. Tu compares les menaces nucléaires de part et d'autre en Europe à une partie de poker qui se joue devant nos yeux. On en a parlé beaucoup la semaine dernière, puis je ne veux pas lasser non plus nos auditeurs, mais il reste que c'est sérieux, puis peut-être que du point de vue où vous êtes, c'est-à-dire à distance, à Montréal, on mesure mal l'angoisse, mais l'angoisse bien sentie en Europe de ce qui est en train de se passer. Deux choses. Moi, je me suis permis en fin de semaine d'écouter tout au long la déclaration de Vladimir Poutine que j'avais entendue en partie vendredi quand on s'est parlé la dernière fois, après l'usage du missile Oreshkin qui a été utilisé, missile intermédiaire,
hypersoniques. Et je pense que c'était un message extraordinairement clair qui était envoyé à tous, parce que je ne sais pas si tu t'es donné ce mal de l'écouter, c'est une déclaration assez longue. M. Poutine dit, on est tellement confiant en notre technologie. On sait tellement que nous sommes en ce moment capables de vous infliger des pertes que vous ne saurez contrer, que la prochaine fois que nous allons les utiliser, je rappelle que c'est un missile qui pourrait être doté d'une ogive nucléaire, il ne parle pas de ça. C'est un missile donc qui se déplace à la vitesse du son 10 fois, en fait 10 fois, 12 fois la vitesse du son, et il dit, nous aurons, nous, l'audace de prévenir les populations civiles et même militaires avant qu'on attaque la prochaine fois, parce que l'on sait, on est convaincu que vous n'avez rien dans votre arsenal pour contrer nos missiles. On est tellement convaincu de la supériorité de notre technologie. Alors, ça fait partie de l'intimidation, évidemment, ça fait partie du jeu de la guerre psychologique que se livrent des adversaires. Mais s'il l'a utilisé, c'était pour bien montrer que cette quincaillerie, il l'avait à sa disposition. Et j'ai le sentiment que ça a été entendu dans les capitales occidentales et qu'on a compris qu'il montrait les dents très sérieusement. Alors que, je ne sais pas si ça a attiré ton attention, la semaine dernière, dans un article du New York Times, qui souvent fait place à des bulles d'essai, comme tu le sais, le New York Times peut servir les intérêts de ceux qui sont en place. Et il y avait des rumeurs dans l'état de la situation en Ukraine, rumeurs sur la possibilité qu'on puisse réarmer de manière nucléaire l'Ukraine pour stabiliser l'équilibre des forces. L'Ukraine était une force nucléaire au lendemain de la chute du mur de Berlin. Quand l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, a explosé, l'Ukraine, qui était une des républiques, avait des armes nucléaires. Et avec l'administration Clinton et l'administration à Moscou, on est convenu de remettre les armes nucléaires et de dénucléariser l'ensemble du pays. Aujourd'hui, il y a des apprentis sorciers. Alors évidemment, sous le couvert de l'anonymat, il n'y a personne qui va officiellement dire ça, qui disent peut-être faudrait-il que nous redonnions à l'Ukraine des armes nucléaires pour être capable de faire face à la Russie. C'est un scénario, mais compte tenu de la pente glissante sur laquelle on est, je ne peux pas dire que c'est nécessairement rassurant et je suis évidemment pas en train d'annoncer la fin du monde, mais une accélération en tout cas de cette game de poker qui n'est pas du tout rassurante. Ouais, on le sent bien, là. J'ai quand même hâte de voir quand Donald Trump va prendre vraiment les commandes, là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans les premières semaines, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec la situation en Ukraine, mais on sent que ça bouge. S'il y a une certitude, c'est qu'on a tout fait pour rendre la chose plus difficile pour Donald Trump. C'est clair qu'en ce moment, on a ajouté au pot de notre partie de poker et celui qui va remporter va peut-être partir avec une grosse mise, mais on peut se retrouver aussi déculotté ou plusieurs joueurs pourraient se retrouver déculottés. Merci Stéphane. À demain. J'aurais voulu commencer plus joyeusement. On se garde ça pour demain. On se garde ça pour demain. Ouais, salut.